Ένα σιδερένιο κρεβάτι που παραμένει ξέστρο τόσο αργά, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη. Ένα κερί που φωτίζει τα πορτοκάλια στο τραπέζι και το αρνί που κοιμάται στο πάτωμα. Ένα μαχαίρι που κόβει το ψωμί και το αστυνομικό δελτίο από την εφημερίδα, ενώ πέφτουν στο δάπεδο λείψανα αγίων και οστά μικροσκοπικών πουλιών. Ένα σειρμάτινο κλουβί με ηλιοτρόπια που μπορεί να γίνει ο δούριος ύπος μου, αν κάποιος φέρει μια σκάλα. Όλη τη νύχτα τότε θα βγαίνουν από μέσα κυβιστές στρατιώτες που μυρίζουν Γαλλία. Και ένας θα τρέξει να κόψει το αυτί εκείνου που απροειδοποίητα με φίλησε με πάθος στο μάγουλο. Σαν να ήξερε πως ερχόμουν για να σας σώσω. Σαν να ήθελε να φωτίσει τα στοιχειώδη μιας καθημερινότητας ευτελούς. Το κρεβάτι, το μαχαίρι, το κλουβί. Με μια ακόμα μεγαλειώδη προδοσία. Κάτι σαν ευαγγελισμό με πολλές πηγολαμπίδες και ένα κόκκινο ντάτσουν σταματημένο στην ανηφόρα πίσω από το σπίτι. Που στάζει σκουριά στο χωματόδρομο, περιμένοντας, πάντα περιμένοντας το επόμενο καλοκαίρι. Δημήτρης Αγγέλης. Un lit en fer qui reste défait jusque tard pour donner une seconde chance à l'amour. Une bougie qui éclaire les oranges sur la table et l'agneau qui dort sur le sol. Un couteau qui coupe le pain et la rubrique faits divers dans le journal, alors que tombent sur le plancher les reliques de saints et les os d'oiseaux minuscules. Une cage en fil de fer, avec des tournesols, prête à devenir mon cheval de Troie, si quelqu'un apporte une échelle. Toute la nuit, alors, en sortiront des soldats cubistes au parfum de France. Et l'un d'eux courra couper l'oreille de celui qui, par surprise, m'a embrassé sur la joue avec passion, comme s'il savait que je venais vous sauver, comme s'il voulait éclairer les rudiments d'un quotidien misérable, le lit, le couteau, la cage. Encore une superbe trahison. Quelque chose comme une annonciation, avec d'innombrables lucioles et une datsune rouge arrêtée dans la montée derrière la maison, qui laisse goûter la rouille sur le chemin de terre, en attendant toujours l'été suivant. Dimitris Angelis. Φύλαξέ μου λίγο από την οσμή αυτής της ξαφνικής βροχής. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω εγώ, γεμάτος νοσταλγία και σε πείσμα της συννεφιάς. Δρόμοι της Θεσσαλονίκης μου σκεμμένοι, το χέρι σου που διστακτικά γνέφει και το χρώμα των ματιών σου τη στιγμή που δάκρυσες. Στη γωνία ένας ζητιάνος, μπροστά στο ανθοπολείο, στέκεται αβέβαιος για τη χρησιμότητα των λουλουδιών. Πώς τα σκεπάζει όλα τόσο καταλυτικά ο χρόνος. Μόνο λίγο από την οσμή της ξαφνικής βροχής να μου φυλάξεις. Νίκος Μοσκοβάκος. Garde-moi un peu de l'odeur de cette pluie soudaine. Le reste, je le conserverai moi-même, plein de nostalgie, en dépit du ciel bas. Rue ruisselante de Thessalonique. Ta main qui fait un signe hésitant et la couleur de tes yeux à l'instant où tu as pleuré. À l'angle, un mendiant devant la boutique du fleuriste s'arrête, incertain de l'utilité des fleurs. Comment fait le temps pour tout recouvrir de façon si révélatrice? Je veux seulement que tu me gardes un peu de l'odeur de la pluie soudaine. Nikos Moskovakos.
Ξαπλωμένη πάνω στα βότσαλα, διαλέγει κάποια στα τυφλά και τα τοποθετεί στο σώμα της, από τη βάση του λαιμού μέχρι την κοιλιά. Κάθεται έτσι ακίνητη και αφουγκράζεται το βάρος τους. Στο βάθος, ένας μάρι πουνιών μπαινοβγαίνει στον τρούλο ενός κυπαρισιού. Τίποτα δεν μεταμορφώνεται. Το δέντρο με πουνιά, δίχως πουνιά και ξανά. Ακόμα και όταν φεύγουν τα πουνιά, το δέντρο τα περιέχει. Κατερίνα Ηλιοπούλου. Allongée sur les galets, elle en choisit quelques-uns à l'aveuglette et les dispose sur son corps de la base du cou jusqu'au ventre. Installée comme ça, immobile, elle écoute leur poids. Au fond, un essaim d'oiseaux va et vient sur la coupole d'un cyprès. Rien ne se transforme. L'arbre, avec oiseaux, sans oiseaux, et de nouveau. Quand les oiseaux s'éloignent, l'arbre les contient encore. Caterina Iliopoulou.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir 3 poètes grecs que Desmos a édités. Notre petite maison d'édition a vu le jour d'abord comme librairie à Montparnasse il y a tout juste 40 ans. On les fête en ce moment, en juin. Quand mon père Yannis Mavroidakos a concrétisé un rêve, un lieu, un refuge presque, pour abriter les livres, mais aussi les artistes de son pays d'origine, qu'il a quitté pendant la dictature et où, comme beaucoup d'hommes et de femmes de sa génération, il n'est jamais retourné vivre. Lorsque l'envie d'éditer des livres s'est fait sentir, c'est tout naturellement que Desmos s'est tourné vers la poésie, qui, d'une certaine manière, est l'exception culturelle grecque. Au XXe siècle, 4 grandes figures dominent le paysage et connaissent une reconnaissance internationale. Constantin Cavafis, Yorgos Seferis, Yannis Ritsos, Odysseas Elitis. Pour ceux qui souhaiteraient les découvrir, ils sont tous édités dans la célèbre collection Poésie Gallimard. Au-delà de ces figures tutélaires, le XXe siècle a permis l'éclosion de dizaines de grandes voix poétiques que Desmos s'est attelé à éditer en version bilingue. Plus récemment, à l'occasion d'un numéro de notre revue consacrée à l'extrême contemporain, nous avons découvert les nouvelles voix de la Grèce et nous nous sommes lancés dans une collection dédiée à ces poètes d'aujourd'hui. Les 6 premiers livres ont vu le jour et déclinent des variations chromatiques de la même couverture conçue par ma sœur Myrto, qui est quelque part dans la salle. Au centre, un escalier cycladique écrasé par la lumière zénithale de Léger, comme une réminiscence de cette lumière chantée par le poète Elitis, mais aussi comme une promesse de mouvement, malgré la dureté renouvelée des temps. Nous avions confié les rênes de cette soirée et de son animation à notre amie l'universitaire Titika Dimitrolia, qui malheureusement a été retenue en Grèce. Je la salue à distance et je prends sa relève. Je serai moins précise et moins longue, certainement. Je vais vous présenter tous nos invités de ce soir et ensuite laisser la parole aux poètes et aux musiciens. En premier, Orestis Kalabalikis, qui est allé dans ses loges, qui partage ses compositions avec nous ce soir, et je l'en remercie. En deuxième, à mes côtés, Laurence Campet, metteuse en scène, comédienne et désormais traductrice de 2 recueils de poésie, qui est aussi un peu membre de la famille aujourd'hui. Elle a conçu avec moi cette soirée, elle l'animera à mes côtés et je l'en remercie. J'en profite pour saluer avec une infinie amitié Nicole Chaperon, qui est dans cette salle, qui a traduit 2 recueils de la collection et qui est venue de Grèce pour fêter ses 40 ans de Desmos. Et puis ensuite, je remercie Sofia Kalogeropoulou, une doctorante grecque à Paris, qui va assurer la traduction simultanée ce soir. À présent, passons aux poètes, nos invités d'honneur. Nikos Moschovakos, Kalispera Nico, a fait son apparition dans les lettres en 1970. Il appartient à la fameuse génération des années 70, la dernière génération poétique grecque, à la suite de laquelle le paysage poétique a évolué en Grèce, comme chez beaucoup de ses voisins européens, avec des voix fragmentées qui coexistent, qui se retrouvent parfois, mais de manière souple, sans constituer de groupe. Nikos Moschovakos a eu un parcours poétique étonnant. Il est avocat de formation, et puis il s'est tu poétiquement pendant 30 ans, de 1979 à 2008. Et depuis qu'il a repris la parole sur le plan éditorial, il a publié 6 recueils, en prise avec l'époque nouvelle et bien éloignée des années de dictature, qui ont nourri sa première écriture. Dans Avril Jauni, que nous vous présentons ce soir, les sources d'inspiration du poète à maturité sont nombreuses. Il y a la région du Magne, à la culture si singulière, les figures de l'histoire et de la mythologie, l'ancrage dans une culture et dans une langue, la conscience aussi de la fugacité de l'existence. La période de silence de Nikos Moschovakos fait écho à la situation de la poésie en Grèce dans les années 80 et surtout 90. En effet, en parallèle du rattrapage économique qui s'est développé alors, le roman a pris une ampleur inédite avec des phénomènes de best-sellers inédits également. La poésie semble alors s'être mise en retrait et il a fallu attendre le tournant du millénaire pour que la source rejaillisse. Dimitris Angelis fait partie de cette renaissance. Kalispera, Dimitri.
Il a publié son premier recueil en 1998 et occupe depuis lors une place de choix en tant que poète et essayiste. Il creuse depuis 25 ans un sillon marqué par le surréalisme, la peinture et la littérature étrangère dont il est un fin connaisseur. D'ailleurs, il a fondé le Festival international de poésie d'Athènes, dont l'ambition d'ouverture internationale est fondatrice. Il dirige également une revue d'idées et d'actualité culturelle très reconnue, intitulée Frear, qui veut dire le puits. Angelis a le goût des titres, comme en atteste ce Cerf en larmes que nous vous présentons ce soir et qui a reçu le prix national de poésie lors de sa parution. Ce recueil, vous l'entendrez, est un kaléidoscope ou peut-être plutôt une forêt de références picturales, littéraires, historiques, religieuses pour appréhender le monde d'aujourd'hui. Katerina Eliopoulou, Kalispera, de son côté, a publié son premier recueil en 2007. Elle pratique une langue protéiforme, principalement poétique, mais elle s'est aussi frottée à la prose et à l'essai. Son écriture a une dimension expérimentale liée à la performance, mais elle est aussi ancrée dans le paysage grec sans cesse reconstruit. Une poésie poreuse également à la langue anglaise. D'ailleurs, Katerina a traduit en grec Sylvia Plath ou Walt Whitman. Elle dirige également la revue Pharmakon, qui en grec ancien signifie aussi bien le poison que le remède. Cette dualité sémantique reflète bien la démarche de Katerina Eliopoulou dans le livre de la Terre que nous vous présentons ce soir. La poésie y est topologique, à l'extrême parfois comme ce village doué de conscience qui aimerait se déplacer ailleurs. Et en même temps, la présence de la poétesse à travers l'évocation des dispositifs d'observation est toujours présente pour insuffler du sensible dans ce qui est figé. Nikos Dimitris, Katerina, 2 générations, 3 voix connues et reconnaissables dans le paysage littéraire grec. 3 regards grecs ce soir donc, et des poèmes qui, comme le disait Paul Celan dans son discours de Brême, peuvent être une bouteille à la mer, jetée à la mer, abandonnée à l'espoir, certes souvent fragile, qu'elle pourra un jour, quelque part, peut-être, être recueillie sur une plage, la plage du cœur. Une bouteille à la mer. On va écouter maintenant deux textes de Nikos Moskovakos. Σαν δημοτικό των γκρέμων, αν θέλετε. Σαν δημοτικό των γκρεμών, αφιερωμένο στο Μιχελί. Πάψε άνεμε, πάψε καιρέ και πάψε τραμουντάνα να πάω να ειδώ το σπίτι μου. Έτσι αρχίζει ένα μανιάτικο μυρολόι. Λαχτάρα είχα πάντοτε στην όψη να σου μοιάσω. Πέτρινο τραχή τοπίο, ντυμένο κατάσαρκα στους αιώνες, με τη φοβέρα να αιωρείται στους απρόσιτους βλοσιρούς γκρεμούς και το ελάχιστο χώμα αποφασισμένο στην παντοτινή δίψα. Έζησαν και πέθαναν εδώ με τον νόμο των τσακαλιών, των λύκων της συνήθειας και των αητών το πεπρωμένο. Αντιλαλεί στη μοναξιά με ξέπλεκε την κόμη. Πέτρινο τραχή τοπίο, μερικές φορές με κόκκινες φλέβες και ακριβά χρώματα στα βουνά, παραδομένο άλλοτε στον Σιρόκο, άλλοτε στην Όστρια, μα πολύ συχνά στο Ξεροβόρι, κράτη εφτασφράγιστα τα μυστικά του. Και χαίρεται με την ασάφεια του ενιγματικού μέλλοντος. Ποτέ του δεν φοβήθηκε, μον διάλεγε το φόβο. Πέτρινο τραχή τοπίο
με τη μετανιωμένη θάλασσα μπροστά να πηγαινοέρχεται μελαγχολική ή αγριεμένη αφρόεσα, ακόμα και τις αφέγγαρες νύχτες, ακόμα και τα φθινοπορεινά απογέματα, όταν οι δαίμονες ίσκοι χορεύουν με τη λησμονιά και την απόγνωση συνηθισμένο σιρτό καλαματιανού ή αφηνιασμένο πολύτροπο ροκ κάτω από την μπάντα του καιρού που ποτέ δεν σταματά να παίζει. Σφικοκρατεί τη μοίρα του από την αρχή ως το τέλος. Πέτρινο τραχή τοπίο που δεν κοντροστάθηκε στιγμή να μετρήσει κουρσάρους και αγίους, προδομένους και προδότες, νικητές και νικημένους, παρά μόνο καμαρώνει αδιάφορο για την άγρια και σκληρή μοίρα του. Με τα ξωτά του πρέπουνε με τους καημούς ραμμένα. En forme de chanson pour les précipices. Il y a en exergue du poème un Miroloi du Magne, qui est une forme poétique courte de deuil, typique de cette région, et qui dit ceci: cesse le vent, cesse le temps et cesse la tramontane, que j'aille voir ma maison. J'ai toujours eu le désir de lui ressembler. Un paysage pierreux et âpre, qui porte éternellement dans sa chair la menace de basculer entre des précipices insondables et hostiles et une terre rare, résolue à la soif perpétuelle. Ils vécurent et moururent ici, sous la loi des chacals, les coutumes des loups et le destin des aigles. Il retentit solitaire, la chevelure défaite, un paysage pierreux et âpre, avec quelquefois des veines rouges et des couleurs rares dans les montagnes, livré parfois au sirocco et parfois à l'autan, mais le plus souvent au vent du nord. Il garde ses secrets 7 fois scellés et il se réjouit du flou énigmatique du futur. Lui, il n'a jamais eu peur. Il a choisi la peur. Un paysage pierreux et âpre. Et face à lui, la mer repentante, qui va et vient mélancoliquement, ou l'écume furieuse, ou encore les nuits sans lune, ou bien les après-midi d'automne, quand les ombres démoniaques dansent avec l'oubli et la détresse, la ronde traditionnelle, ou un roc débridé aux 1000 tours, sous la fanfare du temps, qui jamais ne s'arrête de jouer. Il tient ferme son destin, du début à la fin. Un paysage pierreux et âpre, qui n'a pas cessé un instant de jauger corsaires et saints, trahis et traîtres, vainqueurs et vaincus. C'est juste qu'il est fier, indifférent à son destin sauvage et rude. Ses soieries doivent être cousues de chagrin. Φτηνά ξενοδοχεία. Φτηνά ξενοδοχεία λίγης ώρας, πολυκαιρισμένα φθαρμένα σεντόνια, χαλασμένα παντζούρια που τρίζουν, Σεσίλ, ωραία Ελλάς, Παρνασσός, παμπάλες, ξεφαριασμένες πινακίδες στην οδό Αθηνάς, στην Εγνατία κοντά στο Βαρδάρι, στο Σκαραμαγκά πλάι στην Ιερά Οδό, δέχονται πρόσκαιρους ή πληρωμένους έρωτες, κρατώντας τα μυστικά σε κρύα σιωπηλά κρεβάτια. Των αυτοκινήτων η βουή, το ψυχάλισμα της βροχής πάνω στα θαμπά τζάμια, άλλοτε της διακάδας οι έγλοι, συνοδεύουν ακατάπαυστα ενοχές και παροδικές απολαύσεις που έχουν ταυτότητα μόνο της αμφιβολίας στην πίκρα, καθώς έρνεται αδίσταχτη σαρανταποδαρούσα της μοναξιάς στην υγρασία. Σεσίλ, ωραία Ελλάς, Παρνασσός, παμπάλες, μισοσβησμένες πινακίδες, φτηνών ξενοδοχείων λίγης ώρας, με ένα μελαγχολικό μηδίαμα παρακολουθούν σαρκαστικά το δεινό πέρασμα του χρόνου.
hôtels bon marché. Des hôtels bon marché, chambres à l'heure, de vieux draps usés, des volets délabrés et grinçants. Cécile, douce Grèce, Parnasse. D'antiques pancartes délavées, route d'Athènes, rue Egnatia aux environs de Vardaris, à Scaramanga, le long de la voie sacrée, accueillent des amours éphémères ou tarifés et gardent leurs secrets dans des lits froids et silencieux. La rumeur des voitures, les gouttelettes de pluie sur les vitres ternes, parfois un rayon de beau temps, accompagnent invariablement des plaisirs coupables et fugaces qui n'ont en commun que l'amertume du doute, comme un scolopendre rampe sans hésiter dans l'humidité de la solitude. Cécile, douce Grèce, Parnasse. D'antiques pancartes, à demi effacées, d'hôtels bon marché, chambres à l'heure, suivent avec un sourire mélancolique et narquois le douloureux passage du temps. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις στα γαλλικά, που θα τις μεταφράσει η Σοφία. Alors, Nico, la langue est omniprésente dans vos poèmes. La langue poétique, questionnée du côté de sa force performative, mais la langue populaire également, la langue vernaculaire de cette région du Magne dont vous êtes originaire. Quel rapport entretenez-vous avec la langue? Κύριε Μοσχοβάκο, η γλώσσα και η αναφορά στη γλώσσα είναι στοιχεία πανταχού παρόντα στην ποίησή σας. Από τη μία η γλώσσα η ποιητική και το κατά πόσο αυτή αποτελεί ένα όργανο που αποδίδει πιστά αυτό που πρέπει να υποθεί και από την άλλη η γλώσσα η καθημερινή, η γλώσσα η λαϊκή, η γλώσσα της Μάνης από όπου κατάγεστε. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε, να μας πείτε λίγα λόγια για τη σχέση σας με τη γλώσσα? Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο της ποίησης γενικά και βεβαίως της ποίησής μου. Η γλώσσα με όλες τις δυνατότητες και τις εκφράσεις χρησιμοποιείται από μένα προκειμένου να αποδώσω αυτά που αισθάνομαι, αυτά που θέλω να πω στην ποίησή μου. Αποτελεί λοιπόν βασικό και χρήσιμο εργαλείο της ποίησής μου. Alors la langue, c'est un élément essentiel de la poésie de M. Moscovakos, mais de tous les poètes également. C'est ce qui lui permet, c'est un outil très important qui lui permet de transmettre tout ce qu'il a envie de dire, tout ce qu'il ressent. Αλλά η γλώσσα της Μάνης πού βρίσκεται? Où se trouve la langue du Magne? Η γλώσσα της Μάνης βρίσκεται ανά πάσα στιγμή μέσα μου. Με ό,τι λέξεις και να εκφράζομαι, η γλώσσα της Μάνης προϋπάρχει και από εκεί ξεκινάει η οποιαδήποτε εκφρασή μου. Alors le dialecte, la langue de Magne, il est toujours en lui, ça préexiste en lui, et le départ de sa poésie, c'est vraiment là, c'est vraiment dans la langue de Magne. Alors, une autre chose qui me taraude, c'est que vous avez interrompu pendant 30 ans votre écriture poétique, en tout cas la publication de poèmes. Est-ce que c'était un abandon de l'écriture ou un silence éditorial? Et est-ce que vous vous êtes nourri encore de poésie? Est-ce que vous avez continué à fréquenter vos amis de cette génération des années 70 à laquelle vous appartenez? Ανήκετε σε αυτό που αποκαλούμε γενιά του 70. Παράλληλα, για 30 περίπου χρόνια είχατε σταματήσει να εκδίδετε ποίηματα. Ήταν μία παύση συγγραφική ή μία παύση εκδοτική? Μία πρώτη ερώτηση. Και μία δεύτερη ερώτηση, κατά τη διάρκεια αυτής της παύσης, ποιοι ήταν οι ποιητές που σας συντρόφευσαν?
όχι μόνο σαν αναγνώσματα, αλλά και σαν παρουσίες πραγματικές, ποιητές με τους οποίους ανταλλάξατε σκέψεις και προβληματισμούς σε όλη αυτή την περίοδο που δεν εκδίδατε πια. Πράγματι είναι πολύ κομβική αυτή η ερώτηση, γιατί είχα σταματήσει για 30 χρόνια όχι να γράφω, να εκδίδω. Ένας ποιητής που έχει την ανάγκη να γράφει δεν σταματάει ποτέ να γράφει. Αλλά η ανάγκη να εκδίδω κάποια στιγμή από διάφορες αιτίες λιγόστεψε τόσο πολύ που εξαφανίστηκε. Μάλιστα, στο δεύτερο βιβλίο μου, το Ζέον, που έχει εκδοθεί το 1979, στο τελευταίο ποίημα που γράφω εκεί, έχω ένα ποίημα με τίτλο «Τα λίγα ποίηματα που μου απομείνανε». Να γράψω ακόμα όπου να τελειώνουνε. Όχι όμως να γράψω, να εκδώσω. Στην πραγματικότητα enousa. Ναι. Alors, c'est une question très cruciale qu'il faut vraiment clarifier, que c'était bien une pause éditoriale, pas un abandon de l'écriture, car un poète ressent toujours le besoin d'écrire, n'arrête jamais d'écrire. Donc, c'est très crucial de clarifier cela. Mais effectivement, à cause de différentes raisons, il y avait une petite diminution de l'écriture jusqu'à arriver à une pause. Effectivement, dans son second recueil poétique publié en 1979, il fait référence à ça par un poème dont le titre exact, désolé pour la traduction qui ne sera pas parfaite, c'est le poème qui me reste. Σε αυτό το διάστημα είχα πολλές επαφές με φίλους ποιητές που ξεκινήσαμε μαζί στη γενιά του 70 και παρακολουθούσα από πολύ κοντά όσα συνέβαιναν. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μιχάλης ο Γκανάς, ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, ο Κώστας ο Μαυρουδής και πολλοί ακόμα, τους οποίους δεν είναι απαραίτητο να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Μέσα από αυτούς λοιπόν κρατήθηκα στη γενιά μου και διάβαζα πάρα πολύ συχνά τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα να μην χάσω ποτέ την επαφή και όταν έσπασε μέσα μου το φράγμα του Δνήπερου για να θυμηθούμε τα πρόσφατα γεγονότα και ξεχύλισε ο τόπος, άρχισα πάλι να εκδίδω με την προτροπή της γυναίκας μου, της κόρης μου, της εκδότριάς μου, της Πόπης στην Κανά, οι οποίοι επέμεναν να ξαναεκδώσω τη δουλειά μου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η έκδοση του βιβλίου με τον χαρακτηριστικό τίτλο του τρίτου μου βιβλίου που λεγότανε «Πολυετής Σβέση Φανού». Μια μικρή παύση εδώ, αν θέλετε, une petite pause. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a jamais vraiment perdu les contacts. Il était toujours en contact avec plein de poètes de sa propre génération, donc Michael Zianas, Markopoulos, Yorgos Markopoulos, je disais ça, Kostas Mavroudis, Kostas Papageorgiou, et beaucoup d'autres personnes que ce n'est pas vraiment nécessaire, c'est pas vraiment nécessaire de citer tout le monde. Tous dans le catalogue de Desmos. Donc vous trouverez tous dans les catalogues de Desmos. Donc il était toujours en contact avec eux, avec sa propre génération. Donc il n'a jamais vraiment perdu le fil avec ce qui se passait. Et une fois le blocage surpassé, et après l'invitation de ses proches, sa fille, sa femme et aussi son éditrice. Grande éditrice de poésie en Grèce, Poppy Ghana. Il a laissé vraiment la chimère, il a laissé vraiment vraiment laissé l'inspiration. Oui, c'est rompre le digue. Il a repris l'écriture, l'édition, voilà, l'édition, pas l'écriture. L'écriture n'a jamais arrêté.
avec un troisième recueil qui s'appelait Polyétis Svesi Fanou et donc une longue, une très longue extinction des Lumières, pourrait-on dire. Voilà. Très bien. On va écouter maintenant des poèmes de Dimitris Angelis. De Caterina. De Caterina Iliopoulou, qui va commencer avec un poème au titre anglais, In Heaven, Everything is Fine. It's a verse, είναι ένα στίχος από ένα τραγούδι. In heaven, everything is fine. Le micro. Si quelqu'un peut le tenir. Ένα μικρό δωμάτιο, παράθυρο μπροστά στη θάλασσα, το γυμνό τοπίο, τις γεωλογικές εκδιπλώσεις. Κάθε μέρα αμέτρητες φορές τις σχεδιάζεις με το βλέμμα. Το σώμα τις ακολουθεί. Και ένα μικρό παράθυρο απέναντι από το κρεβάτι. Μαύρη λόφη τη νύχτα και τριζόνια. Ήρθαμε εδώ για να είμαστε μόνοι, αλλά δεν είμαστε. Δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν δωμάτια αλλαξευμένα στο βράχο. Υπάρχει μια πόλη. Όταν ξαπλώνουμε εκεί για ώρες, στα πέτρινα λίκνα, ταιριάζουμε το σώμα μας με το δικό τους, μέσα στις φωλιές του αλατιού. Αφήνουμε τα χέρια τους να μας κάψουν τις χούφτες. Φοράμε το βαρύ μανδύα της αναπνοής τους μέσα στη ζέστη. Είναι καλοκαίρι. Νομίζεις πως ποτέ θα ξανάρθουν σύννεφα ή πράσινοι χλόοι, μικρά λουλούδια των βράχων. Παγιδευμένοι σε μια παιδική ζωγραφιά. Κίτρινο και γαλάζιο ζωγραφισμένο παντού πυκνά. Και εμείς δύο κουκίδες σε ένα προϊστορικό δωμάτιο πάνω στα βράχια και εγώμαστε μαζί τους, σαν αθάνατοι. Ο ένας πάνω στον άλλο, ο ένας για τον άλλο, ο ένας μέσα στον άλλο, ο ένας ενάντια στον άλλο. Ο πέτρινος μικρός ναός στο κέντρο, το ψυχοπομπείο, ένα μάτι εντελώς εκτεθειμένο. Από εκεί μπορείς τα αλήθεια να κλάψεις, κοιτώντας τον ουρανό. Είσαι τόσο μόνος όταν κοιμάσαι. Δεν είσαι ποτέ μόνος όταν κοιμάσαι. Within reach. Ποτέ έξω από την εμβέλεια του χεριού μου δεν βρίσκεται το σώμα σου. Και λέξεις. Ένα νήμα που τραβάμε ο ένας από το στόμα του άλλου, στείνοντας ένα οικοδόμημα διαπερατό. Έτσι, όταν είμαστε μαζί, βρισκόμαστε ταυτόχρονα μέσα και έξω από τον κόσμο. Οι λέξεις είναι επιβίωση. Μέσα στην πολλαπλότητα, σαν να υπήρχε το μέλλον. Προσομοίωση παραδείσου. Ακόμα και η μεγαλύτερη εφορία μας αφήνει γυμνούς, εξουθενωμένους, χαμένους. Όχι άλλο ουρανό και αστέρια. Παρακαλώ, ας ανάψουμε το φως να διαβάσω. In heaven, everything's fine. Une petite chambre, fenêtre sur la mer. Le lit nu, les développements géologiques. D'innombrables fois par jour, tu les esquisses du regard. Ton corps les suit. Une petite fenêtre en face du lit aussi. Colline noire la nuit. Et grillon. Nous sommes venus ici pour être seuls. Mais nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des chambres taillées dans la roche. Il y a une ville. Quand nous nous allongeons là pour des heures, sur les berceaux de pierre, nous accordons nos corps avec les leurs, dans les nids de sel. Nous laissons leurs mains brûler nos paumes. Nous portons la robe pesante de leur souffle sous la chaleur. C'est l'été, tu penses que jamais ne reviendront nuages ou végétation vive,
petite fleur des rochers, piégée dans un dessin d'enfant, jaune et bleu ciel, dessiné partout, dense. Et nous, 2 points, dans une chambre préhistorique, sur les rochers comme eux, nous brûlons, comme immortels, l'un sur l'autre, l'un pour l'autre, l'un dans l'autre, l'un contre l'autre. Le petit temple de pierre au centre, l'entrée des morts. Un œil infiniment exposé. D'ici, on peut pleurer pour de vrai, en contemplant le ciel. Tu es si seul quand tu dors. Tu n'es jamais seul quand tu dors. Within reach. Ton corps jamais hors de portée de ma main. Et les mots, un fil que nous tirons l'un de la bouche de l'autre, édifiant une bâtisse découverte. Ainsi, quand nous sommes ensemble, nous sommes simultanément à l'intérieur et hors du monde. Les mots sont survie, dans le multiple, comme si le futur existait. Un semblant de paradis, même la plus grande euphorie, nous laisse nus, éreintés, perdus. Fini le ciel et les étoiles? S'il te plaît, allumons la lumière pour lire. Η Αλεπού. Μέσα στη δέσμη του φωτός εμφανίστηκε. Διέσχισε το δρόμο. Μια μικρή καφέ Αλεπού. Και ξανά το επόμενο βράδυ, πίσω από ένα θάμνο φευγαλέα. Και μια άλλη φορά, η ουρά της μόνο σκούπισε το σκοτάδι. Και από τότε πάλι τις πατούσες της να βηματίζουν στο βλέμμα σου. Το ζεστό γούνινο σώμα της ανάμεσά μας να σκυρτά. Πάντα σε πέρασμα, ποτέ σε στάση. «Μα ποια είσαι?» τη ρωτήσαμε. «Είμαι», είπε, «αυτό που περισσεύει». Le renard. Apparu dans le faisceau de lumière, un petit renard brun a traversé la route. Et de nouveau le soir suivant, furtif derrière un buisson. Une autre fois, seule sa queue a balayé l'obscurité. Et depuis, les empreintes de ses pas encore dans ton regard. Son corps de fourrure chaude tressaillant parmi nous. Toujours dans le passage, jamais à l'arrêt. « Mais qui es-tu » lui avons-nous demandé. « Je suis, a-t-il dit, ce qui excède. » Katerina, dans vos poèmes, le paysage occupe une place prépondérante. On serait tenté de dire qu'il est restitué de manière organique, de même que l'expérience du corps. J'ai une question étrange à vous poser. Existe-t-il paysage et corps en tant que tel, ou pensez-vous que le regard et l'écriture seuls les font exister? Κυρία Λιοπούλου, το τοπίο έχει μία κυρίαρχη θέση στα ποίηματά σας. Θα τολμούσαμε σχεδόν να πούμε ότι αναπαριστάται με έναν τρόπο οργανικό, όπως και η εμπειρία του σώματος. Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση αυτών των δύο στοιχείων με την πραγματικότητα του τοπίου και του σώματος? Πιστεύετε ότι υπάρχουν όντως ως τέτοια στοιχεία οργανικά ή είναι η γραφή και το βλέμμα, ο τρόπος ανάγνωσης που τα κάνει να υπάρχουν? Η αλήθεια είναι αυτή ότι το τοπίο είναι κεντρικό θέμα στην ποίησή μου. Το τοπίο ως φορέας του σώματος, της σκέψης, της φαντασίας, της ιστορίας. Για μένα η κεντρική ερώτηση δεν είναι ποιος είμαι, αλλά πού είμαι.
Alors c'est vrai que le paysage tient une place très importante dans ses poèmes. C'est le porteur de l'imagination, de la pensée, de la mémoire, de l'histoire, du corps même. Donc la question qu'il faut poser, ce n'est pas vraiment qui je suis, mais où suis-je, où est-ce que je me trouve. Και σε σχέση με την πραγματικότητα, επειδή εγώ βλέπω την ποίηση ως ένα είδος έρευνας, διαφορετικό από την επιστημονική έρευνα, αλλά μου αρέσει πολύ να το σκέφτομαι έτσι τον εαυτό μου σαν ερευνητή. Αυτό που ψάχνει η ποίησή μου είναι η πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα δεν διατίθεται. Δεν διατίθεται. Πρέπει να την αναζητήσουμε, πρέπει να επενδύσουμε στην πραγματικότητα για να μπορέσει να εμφανιστεί. Να επενδύσουμε τις αισθήσεις μας, τη σκέψη μας, τη φαντασία μας. Η πραγματικότητα πρέπει σε έναν βαθμό να επινοηθεί. Και κάθε τόπος για να κατοικηθεί πρέπει σε έναν βαθμό να τον επινοήσουμε. Να φτιάξουμε δηλαδή για αυτόν ιστορίες. Ça va. Alors, ce qu'ils disent, ce qui concerne la référence du paysage à la réalité, il aime bien penser que c'est une chercheuse, une exploratrice plutôt, oui. Pas vraiment une chercheuse au sens du terme scientifique. Le paysage n'est pas vraiment là. La réalité n'est pas vraiment là. Elle n'est pas là justement à notre disposition. Il faut vraiment la chercher, il faut l'inventer, il faut de penser notre être, notre pensée. Il faut vraiment investir avec notre pensée, notre imagination, et bien chercher à la trouver. Et aussi, il faut inventer des histoires afin qu'elles soient vraiment là sur nos yeux. Sinon, elle n'est pas vraiment là en disposition libre. Dans le livre de la Terre que nous présentons ce soir, le lecteur découvre un deuxième livre qui s'écrit dans le premier, d'une autre voix. Comment avez-vous conçu cette architecture et est-ce qu'il s'agit vraiment de deux voix, de deux regards? Στο βιβλίο του Χώματος, ο αναγνώστης ανακαλύπτει στο δεύτερο βιβλίο ένα βιβλίο το οποίο είναι ήδη γραμμένο, υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ήδη στο πρώτο βιβλίο, αλλά σαν να είναι δοσμένο μέσα από μία άλλη φωνή. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς καταλήξατε στην σύλληψη αυτής της αρχιτεκτονικής. Πρόκειται όντως για δύο διαφορετικές φωνές, για δύο διαφορετικά βλέμματα? Αυτό που συνέβη όταν έγραφα το βιβλίο του Χώματος, το οποίο έχει σαν αφετηρία ένα πραγματικό τοπίο, είναι ότι ανακάλυψα ότι σιγά σιγά αυτό το τοπίο, το οποίο το σκεφτόμουν από μακριά, έγινε ένα βιβλίο, το οποίο προσπαθούσα να διαβάσω και να γράψω, και το βιβλίο μου έγινε ένα τοπίο μέσα στο οποίο θα μπορούσε κάποιος να περιπλανηθεί. Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό ένα βιβλίο να είναι περισσότερο από κάτι με το οποίο το διαβάζεις, αλλά κάτι με το οποίο μπορείς να το προσεγγίσεις με το σώμα σου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής, δηλαδή της αντιμετάθεσης αυτής. Ce qui concerne la première partie de cette architecture, le départ a été un vrai paysage. Et finalement, ce paysage est devenu un livre. Le paysage... Voulez-vous répondre? Le paysage est finalement devenu un livre qu'il essayait de lire et d'écrire. C'était vraiment une façon de... Quand on lit ce livre, c'est comme si on essaie de se rapprocher de ce paysage. Mais le livre lui-même, c'est un paysage dans lequel on peut vraiment se balader, dans lequel on peut vraiment se promener. Οπότε μέσα στο βιβλίο υπάρχουν αυτές οι διαδρομές που είναι πολύ συγκεκριμένες. Θα το πω πολύ γρήγορα. Υπάρχει το πρώτο μέρος που είναι κατάβαση.
και το δεύτερο μέρος που είναι ανάβαση, και το βιβλίο τελειώνει με ένα ένθετο βιβλίο μέσα στο βιβλίο για το οποίο μίλησε προηγουμένως η Κλειό, που είναι κατά κάποιο τρόπο το τέλος, είναι η αρχή, γιατί αυτό το τελευταίο μέρος είναι καταγωγικό. Οπότε είναι από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Είναι ένας μύθος, δηλαδή το βιβλίο τελειώνει με ένα μύθο, επειδή ο μύθος είναι η καταγωγή του ποιητικού συμβάντος. Οπότε μέσα από το μύθο γεννιέται ένα βιβλίο μέσα στο βιβλίο. Alors, la première partie de l'architecture, c'est qu'il y a une série de chemins. D'abord, une descente, et puis... C'est le titre des parties à l'intérieur du recueil. Oui, Hein, le titre des descente, parties, oui. montée. Le titre des parties sont intitulés Descente, Montée, ce sont les différents chemins. Mais la chose la plus importante, c'est les mythes. Qui est la partie qui est finale du recueil. La partie finale du recueil. C'est vraiment Les origines. leurs origines. Qui explique les origines et qui est à la naissance du recueil. Donc, un livre dans un livre. Merci, Caterina. Merci beaucoup. On va écouter les poèmes de Dimitris Angelis, qui, la plupart du temps, ne donnent pas de titre. Δεν έχουν τίτλους, τα περισσότερα. Juste des numéros. Alors, on va commencer par le numéro 1. Καλησπέρα. Merci à Clio et Yannis pour l'invitation. Merci à Laurence pour la traduction. Et bien sûr à vous qui êtes ici. 1. Αρχή της νέας μέρας. Δίκρανα αιχμηρά τα 2 πρώτα κοντάρια του ήλιου. Άνοιξε το τετράδιό σου, ποιητή, γράψε. Πόσο απαλά ανασένουν ακόμα τα θυμωμένα συνήθως μαλλιά της Μαρίας. Πρόσεξε τους νέους λογχοφόρους μετανάστη. Σε κάποια λασπωμένη γωνιά έχεις αδέλφια. Γρατζούνισε τον τοίχο με τα βρία, αγουροξυπημένο παιδί. Ζήσε τον κήπο σου. Γιατί κάθε πρωί έχει το παιδί του, τον ποιητή και τον μετανάστη του. Και κάθε βράδυ τον αναπόφευκτο τοίχο του, το πικρό του βιβλίο, τον βάναυσο προνόμο του. Και όπως δίνεσαι τώρα την ομορφιά σου για να καλπάσεις, εγώ παράμερα στέκομαι και σε θαυμάζω, σαν άλογο της πιο δικιάς μου στέπας. 1. Début du jour nouveau. Fourches acérées, les 2 premières lances du soleil. Ouvre ton cahier, toi poète. Écris. Avec quelle douceur respirent encore les cheveux si souvent rebelles de Marie. Méfie-toi des nouveaux hussards, toi migrant. Dans quelques coins boueux, tu as des frères. Gratte le mur couvert de mousse, toi, enfant qui s'éveille. Jouis de ton jardin. Parce que chaque matin a son enfant, son poète et son migrant. Et chaque soir, son inévitable mur, son livre amer, son cruel capitaine. Et alors que tu revais ta beauté pour galoper, moi je me tiens à l'écart et je t'admire, comme un cheval, de ma plus intime steppe. 9. Κορίτσι άγορο η πόλη μου σήμερα, φοβισμένη, με λερό φουστανάκι. Κάθεται στα σκαλιά της πολυκατοικίας της, απλώνει το χέρι στους περαστικούς, μαζεύει σπασμένα δόντια, ρίχνει χάπια στο πεζοδρόμιο, φωνάζει πουλ-πουλ στα περιστέρια να μαζευτούν και όταν δεν την κοιτάζουν, τους βγάζει τη γλώσσα. Κορίτσι άγουρο η πόλη μου σήμερα, σημαία ενός κόκκινου πείσματος το λερό της φουστάνει, αγκαλιάζει τα γδαρμένα της γόνατα, σουφρώνει τα χείλη, αποκεφαλίζει πεταλούδες και εικάδους σκουπιδιών. Με τα λάθυρα της λαιλασίας της φτιάχνει ένα καινούριο περιδέρεο. Έρχεται η μάνα της, την αρπάζει από τα αυτή, αρνείται τη μάνα της, αρνείται να μεγαλώσει. Ποτέ δεν μιλάει. Κάθε απόγευμα παίζει μουσική με ένα κουτάλι, μετρώντας τους ρόμβους του σειρματοπλέγματος. 9. Une gamine prépubère ma ville aujourd'hui. Craintive, avec une petite robe crasseuse. Assise sur les marches de son immeuble, elle tend la main aux passants,
Elle glane des dents cassées. Elle jette des pilules sur le trottoir. Elle crie petit petit pour rassembler les pigeons. Et quand ils ne la regardent pas, elle leur tire la langue. Une gamine prépubère, ma ville, aujourd'hui. Sa robe crasseuse, étendard d'une rouge obstination. Elle étreint ses genoux écorchés, elle plisse les lèvres, décapite des papillons, met le feu à des poubelles. Avec le butin de son pillage, elle se fabrique un nouveau collier. Vient sa mère, qui l'attrape par l'oreille. Elle ne veut pas de sa mère. Elle ne veut pas grandir. Elle ne parle jamais. Chaque après-midi, elle joue de la musique avec une cuillère en comptant les losanges du grillage. 10. Οι μόνες υποσχέσεις της δημοκρατίας είναι οι τράπεζες. Οι μόνες αποφάσεις της κυβέρνησης είναι για όπλα. Και εσύ έρχεσαι το λάθος Σάββατο να με βρεις κρατώντας ρούβλια για να πληρώσεις τα ποτά μας και απαγγέλλοντας στίχους του Μαγιακόφσκι. Απόψε, η παραμονή της πρωτοχρονιάς μαζί σου δεν είναι γιορτή στη Μεγάλη Πλατεία. Είναι οι τράπεζες που μας πνίγουν και ένα σώμα οδόφραγμα. Είναι το μουχλιασμένο ψωμί της Αχμάτοβα. Είναι εκείνο το λευκό ελάφι που δακρύζει πάνω στο κρεβάτι μου. 10. Les seules promesses de la démocratie sont les banques. Les seules décisions du gouvernement concernent les armes. Et toi, tu te trompes de samedi pour venir me trouver, avec des roubles pour payer nos boissons et déclamant des vers de Maïakovski? Ce soir, le réveillon du Nouvel An avec toi n'est pas une fête sur la grande place. Ce sont les banques qui nous étouffent et un corps barricade. C'est le pain moisi d'Akhmatova. C'est ce cerf blanc en larmes sur mon lit. J'aime beaucoup ce poème. Je m'y suis perdue. C'est d'ailleurs pour ce poème que j'ai choisi de publier ce recueil. Dimitri, votre recueil fait des références directes à des artistes, Trakl, Cortázar, enfin ils sont tellement nombreux, Moravia, etc. Des peintres aussi, même Rimbaud que nous avons identifié alors qu'il était implicitement mis par plein de petits indices dans un poème. Et quand on en discutait avec Laurence, cela nous faisait penser au poème Les Phares de Baudelaire, dans lequel il énumère tous les grands artistes qui ont marqué une sorte de sillon dans lequel il s'inscrit. Est-ce que chez vous, les références procèdent du même principe? Est-ce que vous construisez une filiation, un lignage qui vous aurait permis de déchiffrer le monde? Καταλάβατε? Ναι, si vous voulez, vous répondez directement. Ναι. Για μένα, καταρχάς, η ποίηση λειτουργεί πάντα με εικόνες. Έτσι, σήμερα είχα πάει στο μουσείο του Ορσέ, έμεινα 3,5 ώρες μέσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είδα πάρα πολλούς πίνακες, κράτησα πάρα πολλές σημειώσεις που θα γίνουν μάλλον ποίηματα. Άρα μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι με εικόνες και να σκέφτομαι ταυτόχρονα με συγγραφείς. Ce qu'il dit, c'est que ce qui est très important, c'est l'image. Il aime vraiment beaucoup penser en images et utiliser les images pour nourrir sa pensée. Aujourd'hui, il a passé vraiment 2 heures dans les musées d'Orsay en regardant des tableaux, en gardant des images qui vont plus tard se transformer en poèmes. Τώρα θα έλεγα ειδικά για αυτό το βιβλίο ότι συνιστά και κατά κάποιο τρόπο μια μετατόπιση, γιατί μέχρι τότε έβλεπα πάντοτε τον κόσμο διαμεσολαβημένο από μύθους και ιστορία. Θες να το πεις για να συνεχίσουμε? Ναι, βεβαίως. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est qu'il lisait
toujours le monde. Πριν από αυτό το βιβλίο. Dans ces livres-là, il y a vraiment une différence, car avant ce livre-là, ce dernier livre qui est édité, il voyait le monde autrement, à travers le mythe. Ναι, ξαφνικά όμως, επειδή αυτό το βιβλίο βγήκε μέσα στην κρίση, ένιωσα ότι δεν μπορείς πια να βλέπεις τον κόσμο διαμεσολαβημένο μέσα από άλλες ιστορίες. Έπρεπε να μιλήσεις περισσότερο για τον δικό σου απολύτως κόσμο, δηλαδή να μιλήσεις πολύ πιο άμεσα. Και έτσι προέκυψε γενικά αυτό το βιβλίο. Mais après la crise, tout a changé. Ce livre est arrivé pendant la crise. Pendant la crise. Alors, pendant la crise, il a compris qu'il fallait parler de façon plus directe, ne pas lire le monde à travers d'autres histoires, mais parler de façon plus directe et raconter son propre monde, ce qui se passe en soi. Οπότε εκεί άφησα έξω, ας πούμε, πριν μιλούσα μέσα από αρχαιοελληνικούς μύθους, μέσα από βιβλικές αφηγήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, εκεί τα άφησα λίγο στην άκρη για να μπορέσω να μιλήσω πια για το δικό μου κόσμο. Πώς έβλεπα εγώ τα πράγματα. Donc, à ces moments-là, il a posé de côté les histoires, qu'il s'agissait de mythes de l'Antiquité grecque, qu'il s'agissait d'histoires qui sont transcrites en Bible. Donc, tout ça, il a laissé de côté. Il a essayé de parler vraiment à travers lui, à travers sa propre façon de voir le monde. Si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, il me semble que dans ce recueil, l'histoire du XXe siècle et l'histoire douloureuse du XXe siècle est très présente. Ναι, γιατί έβλεπα ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια επανάληψη σε θέματα ιστορικά. Oui, voilà. Alors oui, l'histoire du XXe et du XXIe siècle, elle est vraiment présente dans ce recueil, principalement car il y a une série de répétitions historiques et il se ressentit le besoin d'en parler. Et ça m'amène à mon autre question que tu es en train de lire. Tu l'as déjà un peu répondu, c'est ennuyeux, mais quand même, dans ce recueil, la question du mythe, justement, m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'il surgit dans le réel, comme ça, subitement, parfois un peu de manière surréaliste, et l'histoire aussi subit le même traitement, l'histoire dont parlait Laurence, la grande histoire, les horreurs du XXe siècle. Et je me demandais si c'était une façon de restituer le temps, ou en tout cas restituer ton temps. Restituer να ανταποδώσεις, να του δώσεις και ζωή κατά κάποιο τρόπο. Πού να ξέρω. Je ne peux pas le savoir. Ναι. Όταν γράφεις ένα ποίημα στην πραγματικότητα, η ιδεολογία ή ας πούμε η κατασκευή είναι κάτι που δεν το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι πάντοτε εκ των υστέρων. Δηλαδή εκείνη την ώρα απλώς θέλεις να εκφράσεις αυτό που θες να εκφράσεις. Alors, quand on écrit, on ne pense pas en avance à une idéologie, à une certaine construction. À ces moments-là, on ressent justement l'envie de transmettre quelque chose, de dire quelque chose. C'est après qu'on commence à penser à cette idéologie, à cette construction de façon plus précise. Για να το εξηγήσω λίγο με ένα ποίημα που ακούσατε, εκεί που λέει, ας πούμε, το κορίτσι άγουρο η πόλη μου σήμερα, που είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ποίημα, βγήκε με έναν τρόπο πολύ τυχαίο. Δηλαδή, ήταν μια μέρα που προετοιμαζόταν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση, ένιωθες στον αέρα έτσι ένα κίνδυνο, μια αγωνία, ο κόσμος να πάει γρήγορα σπίτια του, γιατί έχετε μια μεγάλη πορεία που μπορεί να ξεσπάσουν επεισόδια. Οπότε εκεί το ποίημα βγήκε αυθόρμητα και βγήκε και ένα πολύ πολιτικό ποίημα, χωρίς καν να το έχω, ας πούμε, σκεφτεί στο μυαλό μου, επειδή έβλεπα ένα κορίτσι που πετούσε ψωμάκι σε κάτι περιστέρια. Tout à fait. Pour parler de façon plus précise à travers d'un exemple que nous venons de lire, donc c'est La gamine Purpurbère. Donc ce poème, il a pris tout par hasard un caractère politique, mais ce n'était pas forcément volontiers. À ce jour-là, c'est sorti par hasard puisqu'il y avait une manifestation et on attendait beaucoup des incidents qui allaient se passer.
Donc tout le monde était en angoisse, il avait hâte de rentrer chez lui puisqu'on attendait que des incidents vont se passer. L'idée est venue vraiment à ce moment-là, tout en regardant une gamine qui était en train de jeter un peu du pain aux pigeons. On va écouter peut-être Orestis, on va laisser flotter tous les mots qu'on vient d'entendre et écouter la musique d'Orestis Karabalekis. Alors on vous propose, après une petite... Oui, on fait comme ça ? Bon, alors très bien. Alors je vous propose un petit florilège uniquement en français, à cause de la montre, uniquement en français, donc de textes des trois poètes. Et je commence par un texte de Caterina Iliopoulou qui s'intitule « Les tailleurs de pierre ». Eux, ils disent qu'ils voyagent dans la pierre, mais ne savent pas. Ils frappent la limite rebelle, écorchent les remparts. Ils corrodent la pierre avec leurs chansons, se cassent les ongles. L'eau épaissit sous le poids de leur colère. Ils concentrent leur tristesse,
des abîmes souterraines, fondations de leur maison. Ils ne savent pas arpenter la pierre de mon pays, endurer la rude étreinte de l'extérieur, déposer leurs oreilles dans ces milliers de bouches pour épuiser avec leur voix ces caisses de résonance. De Dimitris Angelis, il porte le numéro 17. Dans mes mains, je tiens ton visage. Dans les étendues humides de ton visage émergent des créatures de la nuit. Dans la nuit, nous salue le faisceau d'un phare. Dans le phare, il y a un ascenseur métallique. Dans l'ascenseur, on a vu pour la dernière fois le couple disparu. Dans l'ascenseur, je monte, et mon bourreau m'attend. La route est blanche, m'annonce-t-il. Dans tes yeux, il y a la solitude et un train sillonne les rides de ton paysage. Dans ce paysage, quelqu'un regarde la seule couchette éclairée, comme un tableau d'Edward Hopper. Dans la couchette, un couple se dispute, l'homme ouvre la porte et sort. Dans le wagon-bar où il se rend, il y a une télévision. Dans la télévision passe un film en noir et blanc. Dans le film, un homme constate qu'il est lui-même le protagoniste au moment où il monte dans un ascenseur métallique croupe. Dans l'ascenseur, son bourreau l'attend. La route est blanche, lui annonce-t-il. Par le miroir de l'ascenseur passe l'ombre d'un convoi. En peu de temps, la scène se couvre de panaches de fumée. En vain, le phare nous cherche, tandis que ma tête, ta tête, sa tête tombe. La route est blanche, annonce une voix. De Nikos Moskourakos. Au moins nous pouvons. Oxygène, hydrogène, azote, calcium, un peu de soufre et quelques grains de café, et des oiseaux, des poissons, des hyènes, des hippopotames et des crocodiles en pleurs. Au milieu de ce fleuve étrange, dont les eaux troubles se jettent dans le delta du Grand Golfe, dans les roches sédimentaires et la boue abondante, tu respires avec difficulté. Mais moi, je retiens mon souffle. Pour économiser la vie, comme on dit. Des yeux, tu m'interroges. Comment en sommes-nous arrivés là, dis-tu? Moi, je te regarde droit. Je cherche passionnément les iris de tes yeux, car je veux y déposer mon amour. Il est consolant de pouvoir, sans rien et sans mots, dans ce paysage mouvant, partager l'amour. De Dimitris Angelis, 15. Écrire un poème sur le silence du dimanche en appelant un loup, un assassin, un assassin. Sortir dans la cour et crier non, comme si quelque chose m'étouffait. Lire Joseph Roth, me ressouvenir de l'entre-deux-guerres de Léondaris, danser avec Riders on the Storm sur le pick-up comme si la fin s'approchait de nouveau. Sois ma fin. Être ton entre-deux-guerres à toi. Sortir de la maison, sortir enfin de moi-même. Acheter le journal, voir les retraités qui jouent aux échecs sur les bancs de la jetée. Imaginer un ange byzantin glissant dans l'eau en murmurant des paroles incompréhensibles. Passer par le café où on discute politique et football, appeler l'électricien, appeler l'arpenteur, demander du sucre au voisin. Pas de silence le dimanche.
ne pas écrire de poèmes. De Nikos Moschovakos, en plein doute. Je me demande toujours, en tremblant, si les mots que je suis en train d'écrire sont ceux d'un autre poète que, dans mon délire, j'ai repris à mon propre compte. « Fais-moi confiance », me répond alors l'aveugle Pythie, jouant de sa harpe lugubre dans le péristyle du temple d'Apollon. « Jamais de ma vie je ne te laisserai dévier de ta route. Jamais je ne t'ai abandonné à ton sort. Ce que tu écris t'appartient. Si tu doutes, c'est que la poésie est certes rédemption, mais aussi remords. De Caterina Iliopoulou, Capténard. Je veux dire un petit mot sur le Capténard. Alors le Capténard, c'est la bout de la péninsule qui termine le Magne. Le Magne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le doigt du milieu dans le Péloponnèse. Et la pointe du Magne, c'est le Capténard, qui est le point le plus au sud d'Europe continentale et qui était aussi dans l'Antiquité réputé l'entrée des enfers. C'est bien ça. Ici, les jours ne se dissolvent pas dans l'air, ils tombent dans l'eau, formant leur propre strate, une surface de séparation. Un faucon vole au-dessus du corps de l'été, pique encore et encore, se nourrit et s'enivre de la chute. Il n'y a rien ici, seulement de l'air fou et des pierres. Et la mer, une promesse gratuite, qui affûte notre excitation à la lame de la lune. Quand je suis venue ici la première fois dans le paysage de la faim, l'air est entré dans ma bouche avec une telle furie, comme si j'étais son unique destinataire, jusqu'à ce que tous mes mots disparaissent. Chaque arbre accueille différemment le vent. Certains souffrent, d'autres, au contraire, résistent. J'ai vu un palmier qui enfantait le vent et le distribuait dans toutes les directions. D'autres tremblent entièrement et changent de couleur. Moi, c'est sûr, je ne suis pas arbre. Je me suis assise et j'ai passé le vent comme un manteau. J'ai baissé la tête et j'ai regardé le sol. À travers ces lézardes, les racines de thym dont les hiéroglyphes s'évertuaient à rejoindre la lumière. C'est alors que les mots sont revenus.
j'imagine. Oui, exactement. Alors, moi, j'aurais plein de questions à poser au poète et Laurence aussi, mais comme le temps est limité, je vous propose de poser les vôtres, si vous en avez. J'ai un micro. Parfait. Je vois pas. Si, ça passe, le micro est en C'est train bon de passer. Oui, je voulais poser une question simple en réalité. Par les temps qui courent, dans le monde dans lequel on vit, faire de la poésie, écrire de la poésie, ça semble quelque chose de totalement presque... Essentiel. Attendez. Complètement. Vous donnez la réponse à la question, là, c'est pas la peine. Non, justement, c'est quelque chose qui est totalement saugrenu. Et donc, qu'est-ce qui fait... Et on a l'impression qu'il y a une sorte de spécificité grecque pour cela. Et il y a un éditeur à Paris, donc, qui édite de la poésie. Je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent français pour cela, mais bon, peut-être que je me trompe. Et je voudrais savoir, comment dire, quel est le motif profond pour écrire de la poésie aujourd'hui. Sofia, μεταφράζεις. Βεβαίως. Είναι μια ερώτηση πολύ απλή στην βάση της. Σε όλους τους καιρούς υπάρχει ανάγκη να γράφεται ποίηση και λέει ότι επίσης δεν ξέρει αν υπάρχει αυτή η εκδοτική προσπάθεια που γίνεται, δεν ξέρει αν βρίσκει Κυρίως από πού προέρχεται αυτή η περίεργη ανάγκη. Και ποιος είναι ο σκοπός τελικά, πού προέρχεται η ανάγκη να γραφτεί ποίηση. Σήμερα. Νομίζω ότι η βασική ερώτηση είναι πώς να ζήσουμε. Η ποίηση μας λέει πώς να ζήσουμε. Mais la poésie nous dit comment on peut, comment on peut vivre, comment vivre. Comment vivre. Ça nous donne une réponse à cette question, comment vivre. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο σήμερα γράφουμε ποίηση, τι είναι αυτό που μας οθεί στις μέρες μας να γράψουμε. Η ποίηση είναι η έκφραση εκείνη η οποία αποδίδει την πραγματικότητα της ζωής μας. Εγώ από πολύ μικρή ηλικία είχα διαβάσει έναν κινέζικο ορισμό της ποίησης που έλεγε ότι η ποίηση είναι φαρμάκι και φάρμακο και τον αισθανίζομαι απόλυτα αυτό τον ορισμό. Βεβαίως μπορεί να είναι και ανάπτυξη στυλ ποδηλάτου. Να μεταφράσει η Peut-être je traduis des essais. Alors, la réponse, c'est que la poésie nous permet d'exprimer, de donner une forme, de trouver une façon de représenter la réalité. Et ce que il a lu à une époque, il a lu une définition chinoise. Et ce que l'on a en soi. Une définition chinoise de la poésie, c'est que c'est à la fois un remède, mais aussi un poison. Donc je pense que Clio avait fait référence à ça en parlant du grec ancien, oui, du nom de la revue de Caterina Pharmakon. Caterina Iliopoulou, Pharmakon. Bon, alors c'est peut-être pas un proverbe chinois, ça doit être Platon, évidemment, ou un grec. Oui. Voilà. On sait qui conserve, le premier qui a dit, qui a exprimé cette idée, on n'est pas tous d'accord. Platon ou un chinois, Derrida, qui a écrit, donc Derrida a écrit un livre dédié à la pharmacologie, dédié aux remèdes, mais en s'inspirant, en lisant d'abord Platon. Donc toute une histoire où on trouve vraiment le début de cette idée. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ στραβό και λάθος και καταστροφικό με εμάς τους ποιητές. Είμαστε πολύ προβληματικά άτομα, βλέπουμε μια δυσλειτουργία γύρω μας και προσπαθούμε να γίνουμε πιο δυσλειτουργικοί να την αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό γράφουμε.
Alors, avec plein d'humour, il dit qu'il pense que les poètes sont des personnes vraiment catastrophiques. Il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en poète, en eux, et qu'ils cherchent toujours le dysfonctionnement. Et à travers la poésie, ils cherchent même à devenir encore plus... Plus dysfonctionnel que la réalité. Que la réalité, oui. Okay. Oui. Oui, absolument. Bien sûr. Oui, je pense que la question était plutôt sur ce qui se passait en Grèce à l'inverse. C'est comme ça que je l'ai comprise. Oui, oui. Je crois que tout le monde sait ici qu'il y a beaucoup d'éditeurs de poésie. Mais c'est bien de rappeler que le marché de la poésie existe encore jusqu'à demain. Absolument. Et qu'on peut y aller demain. Absolument. Et beaucoup d'éditeurs passionnés. Parce que éditer de la poésie, c'est de la passion. Qu'en est-il de la traduction? Est-ce que les poètes ont un droit de regard par rapport à la traduction en français? Je ne vais pas traduire votre question. Και σε ό,τι αφορά την μετάφραση, συμμετέχετε στην μετάφραση των ποιημάτων σας κατά κάποιο τρόπο, συνεργάζεστε με τους μεταφραστές, διαβάζετε την μετάφραση μαζί τους και επισημαίνετε κάποια σημεία? Là, je peux témoigner de la chance qu'on a, en fait, quand on traduit. J'ai traduit quelques recueils, et puis désormais, c'est Laurence et d'autres, Michael Batala, à qui j'ai fait appel pour Caterina Eliopoulou. On a la chance de traduire des poètes vivants. Et c'est un échange assez extraordinaire, parce qu'à chaque fois qu'un doute surgit, on discute, on pose la question. En tout cas, à Desmos, c'est comme ça qu'on fait. On échange, parfois on ergote, on se dispute un peu. Ils sont en général anglophones, francophones, connaissent un peu de l'italien ou de l'espagnol. Donc on a toujours des points d'accroche pour s'expliquer. Et puis on analyse parfois vraiment un mot tout seul pour voir ce qu'on va perdre à la traduction, puisqu'on perd toujours quelque chose à la traduction. Et on fait des arbitrages en lien avec les poètes. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν άκουσα τη μετάφραση που είχε κάνει η Λοράνς, όταν συναντηθήκαμε μετά τη μετάφραση στη Μάνη, εντυπωσιάστηκα γιατί είχε διατηρήσει το ρυθμό που εγώ είχα μέσα μου όταν έγραφα το ποίημα. Και από ό,τι είδα εδώ και στην ανάγνωση όλων των ποιημάτων, έχει μέσα της το ρυθμό της ποίησης η Λοράνς. Monsieur Moscovakos a voulu faire une remarque que quand il a entendu pour la première fois la traduction que Laurence a fait, quand ils se sont retrouvés en Magne, quand il a entendu, il a été vraiment impressionné puisque Laurence a vraiment pu garder le rythme qu'il avait en lui. Et que généralement, par la lecture de tous les poèmes que Laurence a fait, il a vraiment compris que Laurence sait comment sauvegarder ces rythmes qui existent en chaque poète. Alors, on avait une question là-bas. Oui, c'était justement la question que je voulais poser, c'est quel effet ça fait d'entendre en français ces poèmes. Donc, je vais changer de question. Est-ce qu'il y a des poètes français qui vous ont inspiré? Ήταν ακριβώς η ερώτηση που ήθελε αρχικά να κάνει. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν πρωτοακούσατε τις μεταφράσεις σας, αλλά εφόσον αυτό απαντήθηκε ήδη, αν υπάρχουν, ποιοι ήταν οι Γάλλοι ποιητές που σας ενέπνευσαν, από τους οποίους επηρεαστήκατε? Βεβαίως, γιατί έχουμε διαβάσει σε μετάφραση τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια πολλούς Γάλλους ποιητές οι οποίοι μίλησαν μέσα μας. Μιλάω μέσα μου, να μην πω μέσα μας, μέσα μου. Ο Ζακ Πρεβέρ είναι ένας από αυτούς και πολλοί άλλοι παλιότεροι. Ο Ελιάρο, ο Αναγκό.
Peut-être je traduisais cela. Donc certainement, il a été inspiré par beaucoup de poètes. Il a lu beaucoup de poètes en traduction pendant les dernières 50 années. Il y avait beaucoup parmi eux qui ont vraiment parlé en lui, qui ont fait vraiment un effet direct en lui, dont Aragon ou Jacques Prévert et beaucoup d'autres aussi. Liard aussi. Εγώ θέλω να πω, για να αναφερθώ και στη μετάφραση, ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια γλώσσα περιφερειακή και μικρή, γιατί στη γλώσσα μας μεταφράζονται πάρα πολλά βιβλία από άλλες γλώσσες. Οπότε είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλές και πάρα πολύ καλές μεταφράσεις πολλών Γάλλων ποιητών. Alors, elle dit que nous avons probablement de la chance d'avoir une langue qui n'est pas petite vraiment en importance, mais qui n'est pas beaucoup parlée. Donc, cela nous donne la chance de lire vraiment beaucoup de traductions de poésies qui sont originellement écrites dans d'autres langues. Για να πω, εγώ αγαπώ πολύ τον Ρενέ Σά και πολύ σημαντική για μένα έχει υπάρξει η ποιήτρια και φιλόσοφος Hélène Cixous. Donc d'abord la poétesse et philosophe Hélène Cixous et aussi sur le premier poète René Char. René Char. Για να πω έτσι, είναι πολύ περισσότερο. Car ils sont vraiment beaucoup plus, mais pour donner simplement un exemple. Θα διαπιστώσατε βέβαια ότι οι περισσότεροι ποιητές στους οποίους αναφερόμαστε είναι ποιητές από το παρελθόν και όχι σύγχρονοι. Vous allez constater que la plupart des poètes auxquels on fait référence sont vraiment des poètes pas vraiment modernes, pas vraiment contemporains, sont vraiment des poètes un peu plus Du passé. Et pas vraiment des poètes qui écrivent à ces moments. Des poètes, on n'a pas fait référence à des poètes contemporains. Ναι, είναι γεγονός ότι όλη η ελληνική ποίηση ως ένα βαθμό και μέχρι κάποια εποχή επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη γαλλική. Δηλαδή και ο Σεφέρης και ο Ελίτης, για να πω δύο πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής λογοτεχνίας, ήταν σαφέστατα επηρεασμένοι από τους Γάλλους. Αλλά κατά κάποιο τρόπο με αυτή τη γενιά σταματάει και η άμεση επικοινωνία με τη γαλλική ποίηση. Και ίσως και αυτή η συνάντηση είναι μια συνάντηση που μπορεί να βοηθήσει στο να ξαναπιάσουμε. Και το Marcel de Poésie που είπατε, la poésie και όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να βοηθήσουν στο να ξαναπιάσουμε λίγο το νήμα. Alors, jusqu'à une certaine époque, c'est vrai, c'est un fait que le poète grec, il était forcément inspiré par les poètes français, par exemple Séphéris ou Élitis, pour faire référence à des grands noms, à des grands poètes. Et certainement, la génération des années 30, ils pensent que c'est à cette époque-là où ce dialogue entre le poète grec et le poète français s'est arrêté. Et peut-être que cet événement, mais aussi ce qui se passe actuellement à la marche de la poésie, peut-être c'est une bonne opportunité de retrouver ce dialogue entre le poète grec et le poète français. Ακόμα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από τη γαλλική γλώσσα στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί και άλλοι ποιητές, όπως παραδείγματος χάρη ο Ρίτσος μετέφρασε το Μαγιακόφσκι που ήξερε γαλλικά. Δεν ήξερε ρώσικα. Τον βοήθησε βεβαίως στα ρώσικα. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Από τα ρώσικα, αλλά ήξερε γαλλικά. Όπως επίσης κινέζικη, ιαπωνέζικη ποίηση έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από γαλλικές μεταφράσεις. Il ne faut pas oublier que beaucoup de poètes grecs ont traduit dans d'autres langues. D'autres poètes, par exemple, Ritsos a traduit Mayakovsky des Russes, même s'il ne parlait pas les Russes, c'était quelqu'un d'autre qui l'a aidé de faire finalement la traduction en français. Alors, heureusement, aujourd'hui, on ne traduit plus d'une deuxième langue étrangère. Et on a en France beaucoup de très très bons traducteurs qui apprennent toutes ces petites langues périphériques
comme le grec qu'on a essayé de fêter avec vous ce soir. Et on vous en remercie. Je vous ai entendu un petit peu mal, si j'aimerais bien répéter la question. Vous avez fait une référence à la musique. Si quelqu'un a été inspiré? Oui, si vous avez été inspiré, si vos poèmes ont inspiré des musiciens pour faire un oratorio, Μελοποιήθηκαν τα ποίηματα. Alors, non, mais tout récemment, un autre poète qu'on a édité a été mis en musique par un compositeur français qui jouera ça la semaine prochaine. Je le mettrai sur le site de Descens. Je ne pourrai pas y assister parce qu'on fête nos 40 ans, mais Yorgos Alisanoglu, qui était ici il y a 4 ans, a inspiré une pièce classique que je n'ai pas encore découverte. Voilà, donc parfois, ça arrive, étrangement. Να πω ότι οι δικά μου ποίηματα έχουν μελοποιηθεί από τους νεαρούς αδερφούς Καλογεράκη, οι οποίοι έχουν μελοποιήσει πολλούς Έλληνες ποιητές και με μεγάλη επιτυχία. Επίσης έχουν μελοποιηθεί οι ποίηματά μου από τον Σπύρο Αρσένη και από τον Τάκη Βούη. Ο Σπύρος Αρσένης κάνει και συναυλίες πολλές με ποίηματα δικά μου. C'était quand même le cas pour Monsieur Mosrovakos. Une partie de cet poème a été mise en musique par le frère Kalogerakis, Takis Σπύρος Αρσένης et Takis Vouis, qui που χρησιμοποιεί και τα ποίηματά σας στις συναυλίες τους. Ο Αρσένης, ναι. Spyros Arsenis utilise bien ces poèmes. Il organise des concerts en utilisant le poème de Monsieur Mosrovakos. Merci beaucoup à tout le monde. Nous tenons à remercier ce soir particulièrement pour sa présence parmi nous son Excellence l'ambassadeur de Grèce. Merci infiniment de nous avoir rejoints. On peut se retrouver, si vous le souhaitez, à l'extérieur. Les livres seront à disposition et les poètes également. On vous retrouve à l'extérieur du théâtre, dans le hall du théâtre, très très vite, si vous le souhaitez. Très bonne fin de soirée.